Je voudrais faire part à une expérience vécue au Maroc. Ces dernières années, nous avons souffert des problèmes d'inondation. Les problèmes sont tellement importants qu'il fallait s'organiser pour pouvoir affronter ce problème. Alors, ce qui a été fait, c'est d'abord un inventaire de toutes les possibilités d'occurrence de crues ou d'inondations, pour permettre par la suite de dresser une programmation selon les priorités pour pouvoir agir et optimiser, bien entendu, et agir selon les priorités. Un constat, c'est que les problèmes ne provenaient pas uniquement des causes naturelles, mais aussi des installations humaines. Beaucoup de problèmes provenaient d'une occupation un peu archaïque, anarchique du domaine public hydraulique. Et les remèdes ne sont pas uniquement structurels, comme cela a été annoncé, mais aussi non structurels, tels que l'annonce du cru, l'organisation des secours. Merci. Et je voudrais parler ici des pays pauvres, confrontés à des conflits ou à des catastrophes naturelles et qui sont peu représentés. Je crois qu'en 2010, on a évalué le nombre de victimes des catastrophes à 250 000. Je voudrais rappeler que, puisqu'on parle de vision intégrée, d'après les chiffres de l'OMS concernant l'année 2002, il y aurait 3 600 000 personnes, êtres humains, qui meurent chaque année des maladies hydriques. 19% d'enfants et d'adolescents de moins de 14 ans. Donc je pense que ça, c'est une catastrophe aussi, induite par l'eau, par les maladies hydriques. Je voudrais dire que ces chiffres sont importants pour lutter contre les catastrophes, mais aussi les conséquences de ces catastrophes. Et j'avoue que quand j'entends les Nations Unies déclarer que nous avons atteint avant l'heure les objectifs du millénaire en matière de développement, puisqu'il n'y aurait plus que 781 millions de personnes qui n'auraient pas accès à l'eau potable, je pense que d'autres études des Nations Unies prouvent que ce n'est pas vrai, que c'est plusieurs milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, selon les normes de l'OMS. Donc je pense qu'on a un vrai problème d'outils statistiques pour agir efficacement. Je voudrais aussi souligner que, d'après l'OMS, en 2008 en tout cas, il était indiqué que pour atteindre ces fameux objectifs du millénaire en matière de développement, il faudrait consacrer 18 milliards de dollars chaque année. On en consacre la moitié, dont la moitié en dons et la moitié en prêts. Alors c'est aussi une question, comment va-t-on lutter contre cette catastrophe des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'assainissement, de celles et ceux qui en meurent, dans des situations de catastrophe notamment, mais pas seulement. Comment va-t-on faire? Et puis dernier point, la commissaire, dernier point si vous voulez, je termine, j'en ai pour une seconde, c'est le problème de l'urgence et de la reconstruction et du développement. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez raccourcir un petit peu? Je vais simplement terminer par ce qu'a dit la commissaire Kristalina Georgieva en matière d'urgence de reconstruction et développement. Nous avons des structures de développement dans le monde, nous avons des structures d'urgence, et nous avons très peu de structures faisant le lien entre l'urgence et le développement dans les situations de sortie de crise. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas éviter les catastrophes, mais nous pouvons réduire les risques. Et la question est, je vous donne un exemple, nous avons des inondations éclairs en Arizona et, bon, par exemple, il y a la fonte des glaciers en Suisse, mais et après il peut y avoir des inondations. Bon, par exemple, au Brésil, il y a eu une inondation qui a tué 200 personnes. Bon, dans des pays en développement comme le Brésil, nous n'avons pas de solution technique. Bon, parfois, on a l'argent pour faire une planification, mettre en œuvre des mesures. Mais ma question est la suivante. Est-ce que nous avons la volonté politique? Je veux dire que nos politiques, nos hommes politiques ne sont pas fiables. Alors, est-ce que nous devrions changer peut-être un peu cela pour avoir des décideurs qui soient fiables, responsables donc de leurs actions quand on en vient aux catastrophes naturelles? Merci. Koch Viex, gouvernement des Pays-Bas. Quelques remarques rapides.
Nous avons eu beaucoup de difficultés, nous aussi, liées aux catastrophes aquatiques. Et donc là, je voulais parler de la prévention. On a mis beaucoup d'argent dans la prévention. Alors, c'est vrai qu'on a tiré des leçons du passé, mais nous ne voulons pas apprendre en payant. Il ne faut pas attendre la catastrophe. Bon, nous avons tiré des leçons de la Louisiane, par exemple. Ensuite, nous sommes allés au Japon et nous avons vu comment les enfants, les personnes étaient formées, éduquées pour réagir à certains problèmes. Mais encore une fois, nous pensons qu'il ne faut pas attendre que les catastrophes se passent pour en tirer les leçons. Troisièmement, il faut envisager l'avenir. On a développé un plan pour les 100 prochaines années. Alors, c'est bien de regarder en arrière, mais notre population augmente un peu partout d'ailleurs. Le climat change, le débit des fleuves change, beaucoup de choses se passent. Donc, il faut vraiment regarder vers l'avenir et pas trop quand même le passé. Donc, il faut, je crois, savoir qu'il y a des forces de la nature qui nous dépassent, mais il faut travailler là-dessus. Bon, nous avons construit des digues qui sont très solides, mais peut-être que alors, la digue résistera, mais le reste de la côte va disparaître. Donc, bon, on vit avec la nature, mais peut-être qu'on vit tous pas au bon endroit. En fait, on n'a pas choisi le bon endroit pour vivre. Bon, s'il y a un raz de marée, bon, chez nous, on savait très bien qu'il fallait élever des digues pour se protéger de l'eau. Mais je voudrais vraiment répondre à ce commentaire du Brésil, c'est-à-dire si on peut avoir des politiques qui soient bien responsables et fiables. Alors, je crois que la raison de base pour laquelle cela se passe, c'est que parfois les hommes politiques ne sont pas remplacés en cas de catastrophe. C'est quand l'économie baisse de certains points, alors oui, on pense à changer les hommes politiques en place. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une chose qui est assez affligeante, mais je voulais faire un autre commentaire là-dessus. Ce problème nous montre l'écart qu'il y a entre la croissance et la façon dont nous gérons notre économie, et puis tout ce qui nous entoure, en fait. Il y a une espèce d'écart, de clivage, et comment combler cet écart? Bon, je travaille à l'UNESCO et à Bangkok, et nous essayons de faire ce qu'on appelle la croissance verte. Et au cœur de notre action, il y a le fait que nous devons changer le paradigme de la croissance en un paradigme de croissance qualitative. En fait, nous essayons de montrer qu'il y a beaucoup de coûts cachés dans les plans de développement. Et là aussi, dans le cas des catastrophes, il y a des coûts auxquels on ne pense pas. Un exemple, ce sont le trafic, la circulation dans les villes. Eh bien, ça, c'est un exemple de l'échec du fait que on ne prend pas en compte du nombre de voitures. Par exemple, il y a une perte du PNB de certains pays, justement à cause des encombrements en ville. Donc, il y a beaucoup de pertes cachées, aussi bien pour les encombrements des voitures en ville que pour les catastrophes. Et tout cela aboutit à une croissance nette négative. Donc, il faut changer notre façon de mesurer la croissance réelle, ce qui nous donnera une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser et notre façon également d'aborder ces problèmes. Je terminerai en disant qu'à la fin, tous ces sujets ont des avantages à long terme, mais des coûts immédiats. Donc, nous savons souvent qu'il y aura des bienfaits à long terme, mais nous avons des problèmes de coûts à court terme. Ça, c'est un problème politique. Et à la fin, effectivement, nous devons encourager nos responsables politiques. Donc, effectivement, cette croissance verte doit être une espèce d'ombrelle qui nous protège pour nous permettre de changer notre paradigme de la croissance.